Imaginez un instant le tableau. Vous êtes marié à l'un des hommes les plus fortunés de l'Hexagone. Vous vivez dans le manoir des Fournier, une demeure ancestrale qui ressemble davantage à un musée national qu'à un foyer chaleureux, entouré d'un luxe tapageur que la majorité des gens ne contemplent qu'à travers les écrans de cinéma ou les pages de magazines sur papier glacé. Les murs sont ornés de toiles de maître, les sols recouverts de marbre italien froid sous les pieds, et l'air lui-même semble parfumé à l'argent ancien. Pourtant, malgré tout ce faste, malgré le nom prestigieux gravé à l'intérieur de votre alliance en platine, la famille de votre époux vous traite avec moins de considération que l'on en accorde au personnel de maison. Il vous observe avec un dédain non dissimulé, une moue de dégoût permanent, simplement parce que vous venez d'un quartier modeste, parce que vos mains portent la mémoire du travail, et parce que vous ne savez pas intuitivement faire la distinction entre la fourchette à huîtres et celle destinée aux poissons. Et puis arrive le jour fatidique, l'événement mondain de l'année, le gala du centenaire où doivent se conclure les alliances stratégiques les plus cruciales de la décennie. Et vous, l'épouse légitime, la Madame Fournier en titre, vous recevez la sentence brutale, vous n'êtes pas invité. Vous détonnez. Vous êtes une tache sur leur tableau parfait. Ils vous abandonnent dans le silence oppressant du manoir, en larmes, tandis qu'ils montent dans leurs berlines allemandes en riant de votre simplicité, de votre naïveté. Mais ce qu'ils ignorent, dans leur arrogance aveugle, c'est que ce gala, ce château historique où ils se rendent, et l'empire financier tout entier qu'ils espèrent séduire, vous appartiennent en réalité. Voici l'histoire de Valérie, la femme qui fut humiliée par la haute bourgeoisie pour mieux renaître en maîtresse du jeu et leur administrer la leçon la plus cinglante de leur existence. Préparez-vous, car le dénouement de ce récit est l'essence même de la justice poétique. Tout commença un mardi matin, sous un ciel de plomb typique de l'automne, une grisaille qui semblait annoncer la tempête émotionnelle sur le point de s'abattre sur la vie de Valérie. Le manoir des Fournier était en effervescence, une agitation inhabituelle troublant sa quiétude sépulcrale. Le personnel de service, d'ordinaire invisible et silencieux, courait d'une aile à l'autre, les bras chargés de housses de vêtements en soie, de boîtes à chapeaux et d'écrins de chaussures de créateurs parisiens. Valérie, assise seule à l'immense table en acajou de la salle à manger, remuait distraitement son café avec une petite cuillère en argent. Son regard se perdait à travers les grandes portes-fenêtres donnant sur le jardin à la française, où la pluie commençait à tomber. Elle portait une robe simple en coton gris, ses cheveux châtains retenus en une queue de cheval pratique, le visage nu de tout artifice. Pour elle, la fortune de son époux, Nicolas, n'avait jamais été le moteur de leur union. Elle était tombée amoureuse de l'homme, de son sourire qu'elle croyait sincère, et non des chiffres alignés sur ses comptes bancaires aux îles Caïmans. Mais pour la mère de Nicolas, la redoutable Marie Fournier, et pour sa sœur Chloé, Valérie n'était rien de plus qu'une croqueuse de diamants ayant eu une chance insolente, une opportuniste qui avait piégé Nicolas dans un moment de faiblesse sentimentale. Encore avec ses guenilles, Valérie ? La voix de Marie Fournier trancha l'air comme un scalpel froid. La matriarche fit son entrée dans la salle à manger, impeccable dans un tailleur de tweed, le cou orné d'un rang de perles dont la valeur excédait probablement le prix de la maison d'enfance de Valérie. Elle avançait avec cette autorité naturelle de ceux qui n'ont jamais eu à demander la permission pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous recevons les coordinateurs du gala du centenaire, poursuivit Marie sans même accorder un regard direct à sa belle-fille. Par pitié, essaie de ne pas encombrer le passage. Nous ne voudrions pas qu'il s'imagine que Nicolas a épousé l'une des cuisinières. Valérie resserra ses doigts autour de sa tasse de café brûlant. La chaleur de la céramique était son seul réconfort face au froid glacial de ses paroles. Elle prit une inspiration tremblante avant de répondre, tentant de garder une voix posée. « Bonjour à vous aussi, Marie. Je prends juste mon petit déjeuner. Nicolas m'a mentionné que le gala avait lieu ce week-end. Je pensais justement aller en ville aujourd'hui pour me trouver une tenue appropriée. » Chloé Fournier, qui entrait dans le sillage de sa mère, les yeux rivés sur l'écran de son dernier smartphone, éclata d'un rire sec, cruel et dépourvu de toute joie. « Toi ? Acheter une robe pour le gala du centenaire ?» s'esclaffa-t-elle en levant enfin les yeux. « Maman, tu ne le lui as pas encore dit ? C'est gênant. » Un silence pesant s'installa dans la vaste pièce, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge comtoise. Marie prit place en bout de table avec une lenteur calculée, cette élégance répétée 1000 fois qui en devenait intimidante. « Valérie, ma chère, soyons réalistes un instant, » commença Marie sur un ton faussement maternel. « Le gala du centenaire n'est pas une fête de village ou un anniversaire dans ton quartier modeste. C'est l'événement le plus exclusif d'Europe. Il y aura des membres de famille royale,
les plus grands investisseurs des Émirats, les magnats de la technologie de la Silicon Valley. Et toi? Eh bien, tu es toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda Valérie, bien que son cœur, battant la chamade, connût déjà la réponse. Une boule douloureuse commençait à se former dans sa gorge. Nicolas ira avec nous, trancha Marie, impitoyable. Et il sera accompagné de Vanessa. Vanessa. Ce nom flottait toujours dans l'air du manoir comme un parfum entêtant et toxique. L'ex-fiancée de Nicolas, fille d'un banquier influent, sophistiqué, cultivé, et selon Marie, la seule femme qui aurait dû légitimement s'asseoir à cette table. Vanessa connaît le protocole sur le bout des doigts, ajouta Chloé, savourant visiblement la détresse de sa belle-sœur. Elle parle couramment 3 langues, elle s'y connaît en œnologie, elle sait comment se tenir en société. Toi, tu serais capable de paniquer, de renverser une coupe de champagne ou de dire une bêtise qui humilierait mon frère juste au moment où il s'apprête à signer le contrat vital avec le groupe Phoenix. Nous ne pouvons prendre aucun risque, conclut Marie en beurrant une tartine avec précision. Tu resteras donc ici. À cet instant précis, Nicolas fit son entrée. Il portait un costume italien coupé sur mesure, une montre en or au poignet, l'image même de la réussite. Valérie leva les yeux vers lui, cherchant désespérément un soutien, une lueur de défense dans le regard de son mari. Elle attendait qu'il dise « C'est absurde, maman. Valérie est ma femme, elle vient avec moi. » Mais Nicolas évita soigneusement son regard. Il se servit un verre de jus d'orange, consultant sa tablette numérique comme si de rien n'était. « Nicolas. » murmura Valérie, la voix brisée. « Est-ce vrai? Tu vas me laisser ici, seul, pendant que tu emmènes ton ex-copine au gala. » Nicolas poussa un soupir d'agacement, un son qui trahissait sa lassitude et non son empathie. Il posa sa tablette et la regarda enfin, avec une expression de pitié condescendante. « Valérie, s'il te plaît, ne nous fais pas une scène. Ma mère a raison sur un point. Les dirigeants du groupe Phoenix sont des gens très particuliers. Ils recherchent de la sophistication, du lignage, une certaine image. Vanessa est associée dans le cabinet de son père, elle est commode pour l'image que nous devons projeter ce soir-là. C'est purement professionnel. » Il fit une pause, semblant chercher un moyen d'adoucir le coup de poignard. « Je te promets que je te ramènerai un cadeau. Achète-toi quelque chose de joli. Va au spa, détends-toi. Profite de la maison pour toi toute seule. » Le bruit du cœur de Valérie se brisant fut silencieux, mais la dévastation était totale. Ce n'était pas le gala qui importait, ni la robe, ni les lumières. C'était le manque absolu de respect. C'était la confirmation brutale que pour eux, pour l'homme qu'elle aimait, elle n'était qu'un accessoire défectueux qu'on cache dans le placard lorsque des invités importants arrivent. Valérie se leva lentement de sa chaise. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas devant eux. C'était là sa plus grande force, une résilience qu'il confondait avec de la soumission ou de la faiblesse. « Profitez bien de votre gala, dit-elle d'une voix douce, presque éthérée, avant de sortir de la salle à manger. Elle monta l'escalier monumental jusqu'à sa chambre, ferma la porte à double tour, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'autorisa à s'effondrer. Elle pleura sur l'ingénuité de son propre cœur, sur sa croyance naïve que l'amour pouvait transcender les classes sociales. Elle pleura pour toutes les fois où elle avait passé des nuits à étudier l'histoire de l'art ou les cépages de vin, uniquement pour être moquée par Chloé le lendemain. Mais après 10 minutes, les larmes cessèrent brusquement. Valérie se leva et s'approcha du grand miroir baroque. Elle vit ses yeux rougis, mais derrière la tristesse, elle vit quelque chose d'autre se réveiller. Elle vit la femme qui avait construit un empire dans l'ombre. Ce que personne dans la famille Fournier ne savait, pas même Nicolas, c'était la véritable identité de Valérie. Il pensait qu'elle était une simple institutrice que Nicolas avait rencontrée lors d'une mission de bénévolat. Et c'était vrai, elle aimait enseigner, c'était sa passion. Mais Valérie était la petite fille unique et l'héritière universelle de Jean Dubois, surnommé le Loup, un magnate de l'industrie minière et technologique qui avait vécu dans l'anonymat le plus total durant ces dernières années. Valérie avait hérité de milliards, d'un patrimoine colossal, mais elle avait choisi de vivre simplement, cherchant un amour authentique, un amour qui ne serait pas corrompu par la cupidité. Le groupe Phoenix, cette organisation mystérieuse qui organisait le gala et avec laquelle Nicolas cherchait désespérément à signer un contrat pour sauver son entreprise familiale de la faillite, n'était en réalité qu'une des nombreuses filiales détenues par Valérie.
Elle essuya ses joues d'un revers de main décidé. Elle alla chercher un vieux téléphone portable qu'elle gardait caché au fond d'un tiroir, un modèle sécurisé qu'elle n'avait pas utilisé depuis 2 ans. Elle composa un numéro de mémoire. « Allô ?» répondit une voix grave et professionnelle à l'autre bout du fil. C'était Marc, son avocat et gestionnaire de fortune basé en Suisse. « Marc, c'est Valérie. » Il y eut une seconde de silence stupéfait à l'autre bout de la ligne, puis le ton changea instantanément pour devenir celui d'une révérence absolue. « Madame Valérie. C'est un honneur de vous entendre. Avez-vous décidé de revenir aux affaires ? Pas seulement revenir, Marc. Je vais assister au gala du centenaire ce samedi. Mais madame, la liste des invités est clôturée depuis des mois. Quoique, pour vous, évidemment. Je ne veux pas d'une invitation, Marc, l'interrompit Valérie, sa voix se durcissant comme de l'acier trempé. Je veux que tu actives le protocole reine. Et je veux que tu vérifies immédiatement qui sollicite un investissement auprès du fonds principal. On entendit le bruit d'un clavier tapoter frénétiquement. La famille Fournier, madame via les industries Fournier. Ils font le forcing depuis des mois. Leur situation financière est précaire. Un sourire froid, presque imperceptible, se dessina sur le visage de Valérie. Parfait. Fais en sorte qu'ils croient que l'affaire est conclue. Qu'ils se sentent déjà vainqueurs. Qu'ils sabrent le champagne avant l'heure. Et Marc. Prépare la Rolls-Royce Phantom, la noire. Appelle la maison de haute couture à Paris. J'ai besoin d'une robe. Pas quelque chose de discret. J'ai besoin de quelque chose qui hurle le pouvoir. Les jours suivants furent une torture silencieuse et calculée. Nicolas lui adressait à peine la parole, trop occupé par ses essayages de costumes et ses appels interminables avec Vanessa, qui s'était pratiquement installée au manoir pour superviser les préparatifs. Marie Fournier ne manquait pas une occasion d'humilier Valérie, distillant son venin à chaque repas. Tu devrais aller rendre visite à ta mère dans son village ce week-end, Valérie, lui lança-t-elle le vendredi soir. Ainsi, tu ne te sentiras pas trop seul dans cette grande maison vide pendant que nous trinquerons avec l'élite mondiale. Peut-être que je resterai lire, répondit Valérie sans lever les yeux de son livre, tournant une page avec calme. Ou peut-être que je sortirai faire un tour. Le samedi soir arriva enfin. Le manoir tomba dans un silence relatif après le départ théâtral de la famille Fournier. Nicolas était spectaculaire dans son smoking, mais son âme semblait minuscule aux yeux de Valérie. Il lui fit des adieux expéditifs, un baiser distrait sur la joue. Ne m'attends pas éveillé. Vanessa, qui attendait près de la porte d'entrée, drapée dans une robe rouge agressive, lança un baiser volant à Valérie avec un sourire mielleux et venimeux. Je te rapporterai les restes du dessert, ma chérie. Promis. Dès que la dernière limousine eut franchi le portail de la propriété, la métamorphose commença. Une équipe de stylistes et de maquilleurs, amenés en secret, entra par l'entrée de service. Mais ce n'étaient pas des amateurs, c'était l'élite parisienne, les meilleurs dans leur domaine. Ils travaillèrent avec une précision chirurgicale. Ils maquillèrent Valérie pour accentuer ses traits, remplaçant la douceur de l'institutrice par la férocité de la femme d'affaires. Ses cheveux, habituellement tirés, furent coiffés en ondes parfaites, cascadant sur ses épaules nues. Et puis, la robe. C'était une pièce architecturale, d'un bleu nuit profond, constellée de véritables diamants cousus dans le tissu, scintillant comme un ciel étoilé en hiver. Ce n'était pas vulgaire, c'était majestueux, intimidant. Lorsque Valérie se regarda dans le miroir en pied, la petite souris avait disparu. Face à elle se tenait la présidente du groupe Phoenix, l'héritière de Jean Dubois. Dehors, la Rolls-Royce Phantom l'attendait, son moteur tournant dans un murmure. Le chauffeur, en uniforme impeccable, lui ouvrit la porte avec une révérence profonde. En route pour le gala, Madame Dubois. Le lieu de l'événement était un château historique situé en périphérie de la capitale, illuminé par des projecteurs qui balayaient le ciel. L'entrée était une fourmilière de paparazzi, de flashs crépitants et de tapis rouges. Les Fournier étaient arrivés depuis 1 heure. Ils étaient dans leur élément, ou du moins le croyaient-ils. Marie Fournier se frottait à des duchesses, Chloé flirtait maladroitement avec des héritiers, et Nicolas, avec Vanessa cramponnée à son bras comme un trophée, discutait avec le visage public du groupe Phoenix, un homme nommé Monsieur Dubois, aucun lien de parenté connu avec Valérie pour les Fournier, Dubois étant un nom si commun.
Nous sommes très impressionnés par votre dossier, Monsieur Fournier, disait Monsieur Dubois, suivant à la lettre les instructions reçues de Valérie via Marc. Je pense que ce soir, nous pourrons officialiser notre alliance. Nicolas souriait, le soulagement se lisant sur chaque trait de son visage. Vanessa lui chuchota à l'oreille, triomphante. Tu vois? Je t'avais bien dit que tu avais besoin de quelqu'un de ton niveau à tes côtés. Imagine la catastrophe si tu avais amené ta petite Valérie. Quelle honte cela aurait été. Soudain, le brouhaha sur le tapis rouge s'éteignit. Les flashs des caméras cessèrent une seconde, comme si le monde retenait son souffle, avant d'exploser en une frénésie aveuglante, 10 fois plus intense qu'auparavant. Un silence étrange, presque religieux, tomba sur le grand salon de réception alors que tous les regards se tournaient vers la grande porte ouverte en haut de l'escalier monumental. Les gardes de sécurité, réputés intransigeants, s'écartèrent précipitamment et baissèrent la tête en signe de respect. L'organisateur principal de l'événement courut vers l'entrée, paniqué et zélé. « Qui est-ce » demanda Marie Fournier en ajustant ses lunettes, plissant les yeux. « Une princesse européenne » Une seule voiture ne suffisait pas pour cette arrivée. Une caravane de sécurité s'était arrêtée, et de la voiture principale, elle descendit. Lorsque Valérie franchit le seuil du salon, le temps sembla se figer. Elle marchait avec une assurance qui faisait passer les milliardaires autour d'elle pour des écoliers. La lumière des lustres en cristal se reflétait sur sa robe, créant une aura presque surnaturelle. Elle ne regardait personne, mais elle voyait tout. Chaque détail. C'est elle, bégaya Chloé. Elle laissa échapper sa coupe de champagne qui se brisa au sol dans un fracas de cristal, mais personne ne prêta attention au bruit. Ce n'est pas possible, murmura Nicolas, devenant pâle comme un linge. Il lâcha le bras de Vanessa instinctivement, comme s'il venait de se brûler. Valérie avança à travers le salon. La foule s'écartait spontanément, ouvrant un passage large comme si elle était une reine traversant sa cour. Monsieur Dubois, l'homme que Nicolas avait courtisé toute la soirée avec servilité, cessa de parler, tourna le dos à Nicolas et marcha directement vers Valérie, ignorant tout le reste de l'assemblée. Il s'inclina et baisa sa main gantée. « Présidente Dubois, dit-il d'une voix claire, amplifiée par l'acoustique parfaite de la salle de bal. Bienvenue. Nous ne savions pas si vous nous feriez l'honneur de votre présence à votre propre fête. » Le mot « présidente » résonna aux oreilles de Nicolas comme une détonation. Présidente Dubois. Valérie sourit à son employé de haut rang, puis, lentement, comme un prédateur repérant sa proie, elle tourna la tête vers l'endroit où se tenaient son mari et sa belle famille pétrifiés. Son sourire disparut instantanément. Ses yeux n'étaient plus que 2 blocs de glace bleue. Elle se dirigea vers eux. Valérie. Balbutia Nicolas, la gorge sèche. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? D'où sors-tu cette robe? Qu'est-ce qui se passe? Marie Fournier, tentant désespérément de récupérer une once de dignité, laissa échapper un rire nerveux et aigu. Elle l'a sûrement loué. Valérie, pars immédiatement avant de nous couvrir de ridicule. Comment es-tu entrée? Sécurité. Sortez cette intruse. Valérie leva simplement une main, un geste minimaliste. Immédiatement, 3 chefs de la sécurité, des hommes bâtis comme des montagnes, apparurent derrière Marie, mais pas pour obéir à ses ordres. Bonsoir, Marie, dit Valérie. Sa voix était calme, posée, mais chargée d'une autorité qui fit trembler la vieille dame. Je crois qu'il y a un malentendu fondamental. Personne ne peut me mettre à la porte de chez moi. Je suis la propriétaire de ce château. Je suis la propriétaire de l'entreprise qui organise cet événement. Et je suis la propriétaire du capital que Nicolas mendie depuis des mois. Vanessa recula d'un pas, horrifiée, ses yeux passant de la robe de Valérie à son visage transformé. Toi? La petite souris? Cette petite souris est l'actionnaire majoritaire du groupe Phoenix, poursuivit Valérie en détachant chaque syllabe, savourant l'instant. Le nom du bois de mon grand-père pèse plus lourd dans ce salon que tout le patrimoine des Fournier multiplié par 10. Nicolas tenta de s'approcher, ses yeux remplis d'un mélange toxique de peur et d'une soudaine cupidité. Mon amour. Valérie. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Tout cela. C'est à nous, n'est-ce pas? Nous sommes une équipe, un couple. Valérie le regarda avec une pitié profonde,
une tristesse infinie pour l'homme qu'elle avait cru aimer. Non, Nicolas. Nous étions une équipe quand je pensais que tu m'aimais pour qui je suis, et non pour ce que je possède. Mais ce soir, tu m'as montré ton vrai visage. Tu m'as laissé à la maison comme une vieille chaussette pour venir te pavaner avec ton ex, à la recherche d'un argent que tu n'as pas gagné. Elle se tourna vers Monsieur Dubois, qui attendait ses ordres. Dubois, quel est l'état de l'accord avec les industries Fournier? Est-il prêt à être signé? Présidente, l'injection de capital de 50 millions d'euros pour les sauver de la faillite imminente qu'ils nous ont cachée est prête. Un murmure de choc parcourut la salle. Le secret inavouable des Fournier était dévoilé publiquement. Ils étaient ruinés. Ils avaient besoin de cet argent pour survivre. Annulez tout, ordonna Valérie sèchement. Non. Hurla Marie Fournier, perdant toute son élégance, le masque tombant enfin. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes de la même famille. La famille ne s'humilie pas, Marie, répondit Valérie. La famille ne se cache pas. Dubois, annule le contrat et je veux que tu mettes les industries Fournier sur liste noire pour toute collaboration future avec l'une de nos filiales. Elle marqua une pause, puis ajouta. Ah, et une dernière chose. Valérie s'approcha de Vanessa, qui tremblait de rage et de honte. Cette robe est de la collection passée, ma chère. Si tu as l'intention de voler les maris des autres, aie au moins la décence d'investir dans ta garde-robe. Ensuite, elle posa son regard sur Nicolas une dernière fois. Elle retira son alliance, un simple anneau qui lui avait passé au doigt des années auparavant, et le laissa tomber dans la coupe de champagne que Nicolas tenait encore, pétrifié. Les papiers du divorce arriveront sur ton bureau demain matin. Ne t'inquiète pas, je ne veux rien de ce qu'il te reste. J'ai amplement assez. Maintenant, veuillez vous retirer de ma fête. Vous encombrez la vue de mes invités de marque. Les gardes de sécurité, polis mais fermes, escortèrent les Fournier et Vanessa vers la sortie. L'élite, ces mêmes gens que Marie avait tant essayé d'impressionner toute sa vie, les regardaient avec dédain et moquerie alors qu'ils étaient jetés à la rue comme des malpropres. Nicolas jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Il vit Valérie entourée d'admirateurs, rayonnante, brillant comme la reine qu'elle avait toujours été et qu'il n'avait jamais su voir. La lourde porte du château se referma sur eux. Valérie prit une profonde inspiration, s'empara d'une coupe de champagne, un grand millésime cette fois, et porta un toast silencieux à l'air. La vengeance n'est pas seulement un plat qui se mange froid, c'est un plat qui se sert accompagné de diamants et sous les yeux du monde entier. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale, ne sous-estimez jamais personne en vous basant sur son apparence ou sa modestie. La véritable richesse ne crie pas, elle chuchote. Et le respect se gagne par le caractère, il ne s'achète pas.